Au sommaire de cette édition, après le pèlerinage en Israël, les 71 pèlerins sont rentrés en Côte d'Ivoire ce lundi 4 décembre 2017. Plus de détails dans ce journal. L'ONG Parlons Hébreu a organisé le jeudi 30 novembre 2017 à Abidjan, Riviera Bonoumé, la cérémonie de remise de diplôme à ses étudiants. Actualité africaine au Zimbabwe, après leur nomination, les nouveaux ministres ont prêté serment ce lundi. Sport, la Française Mancel Nathalie a remporté la 32e édition du Marathon des Sables. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information et merci encore de choisir The Blessing Channel. Comme annoncé dans les titres, nous commençons en religion en Côte d'Ivoire. Après un long séjour passé en Israël, en Terre Sainte, les 71 pèlerins issus de la Côte d'Ivoire, de l'Angola, du Tchad et aussi de la France pour cette deuxième édition du pèlerinage organisée en Israël par Béni TV en collaboration avec King Voyage qui s'est tenu du 26 novembre au 4 décembre 2017 sont rentrés ce lundi 4 décembre en Côte d'Ivoire. Un accueil chaleureux leur a été réservé par le fidèle, parents, amis et connaissances. Écoutons leurs impressions à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par Béni TV. Je veux d'abord, avant tout propos, dire merci à l'Éternel qui a permis, qui a tout disposé pour qu'on soit en Israël. Également dire merci à Béni TV et au cours pastoral qui a permis que nous soyons là-bas. Effectivement, ça s'est bien passé. Nous sommes allés marcher effectivement dans les pas de Jésus. Alors nous revenons vraiment requinquer, fomenter tout et tout. Et là, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que Béni TV a organisé un pèlerinage pas possible. Je vous dis, moi personnellement, je suis parti penché avec plein de maladies dans le corps. Et je suis délivré ce matin encore au nom de Jésus. Des marches que je ne pouvais pas faire, je les fais par la grâce de Dieu. Nous avons vu les preuves évidentes de l'existence de Christ, de sa naissance, de sa mort. Et nous sommes sûrs que ce que nous prêchons est vérité. Et nous voulons dire à toute la population de la Côte d'Ivoire qu'il est temps maintenant d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel parce qu'il est le véritable Dieu. Nous restons toujours en religion. L'ONG Parlons Hébreu a organisé le jeudi 30 novembre 2017 à Abidjan, précisément à la Riviera Bonoumé, la cérémonie de remise de diplôme à ses étudiants. C'était sous le parrainage de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Reportage. L'ONG Parlons Hébreu est une association qui permet aux amoureux d'Israël d'apprendre à parler la langue. C'est dans ce sens que son président, le pasteur Zambo Roger Ben David, a pris la parole lors de la cérémonie de remise des diplômes de ses récipiendaires qui s'est tenue ce jeudi 30 novembre 2017 à la Riviera Bonoumé sous le haut parrainage de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Suite au discours du président fondateur de l'ONG Parlons Hébreu, place aux récipiendaires qui recevront leur diplôme des mains de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire avant de faire à leur tour un discours. Pour moi, c'est une grande joie, j'ai une satisfaction parce que ce que je voulais, c'est ce que je suis en train de découvrir. C'est sur le mot de fin de l'ambassadeur d'Israël et du fondateur que s'est achevée cette belle cérémonie de remise de diplôme et ce sur une note conviviale et de gaieté. J'étais très ému à voir ici les Ivoiriens, comment ils apprennent l'hébreu, mais surtout de voir l'amour qu'ils doivent montrer vers l'Israël. Nous avons créé une ONG que nous avons dénommée l'ONG Parlons Hébreu. Et au sein de cette ONG, nous enseignons l'hébreu à tous les Ivoiriens et au monde entier pour leur permettre de comprendre cette langue et de mieux connaître Israël, de mieux comprendre la parole de Dieu et de façon originale a été écrite en hébreu. Le ministère international de la grâce et de la délivrance, en abrégé MIGD, dirigé par le bishop Kouman Odette, a célébré sa convention annuelle 2017. C'était du 29 novembre au 3 décembre à son siège dans la commune d'Angré, précisément Cocody. Au cours de cette convention, le peuple MIGD a été édifié sur le thème de l'année 2018, baptisé année de la joie et aussi de la réjouissance. Le culte spécial de clôture a été précisément marqué par la célébration de l'anniversaire du bishop Kouman Odette. Revivons ensemble les temps forts.
Un culte spécial a clos la convention annuelle 2017 du ministère international de la grâce et de délivrance de Bishop Maman Kouma Odette. Pour ce moment de réjouissance qui marque le passage à la nouvelle année, les chrétiens du MIGD venus de plusieurs localités de la Côte d'Ivoire ont célébré l'Éternel Dieu à travers des prestations artistiques, le tout dans une ambiance entretenue par de nombreux chantres invités. Du 29 novembre au 3 décembre 2017, le peuple du MIGD a été édifié par de nombreux orateurs venus d'Afrique, de l'Europe et d'Amérique. Ils ont outillé spirituellement le peuple de Dieu en vue d'une bonne année 2018 baptisée année de joie et de réjouissance. L'orateur du jour, le pasteur Christ Ombal Nzanzo, venu du Congo-Brazzaville, a mis l'accent sur la sanctification et l'obéissance. Il était question ici, pendant ces jours, nous avons essayé d'apporter une matière au peuple de Dieu pour leur faire savoir que la joie de l'Éternel nous attend. Mais les principes fondamentaux qui permettront à ce que le chrétien puisse vivre cette joie n'est autre que l'obéissance à la parole de Dieu. Et vous voyez, lorsqu'on obéit au principe de Dieu, on accède à la bénédiction. Donc, nous avons voulu fixer juste les enfants de Dieu à ne pas perdre confiance à la parole du Seigneur. Selon Bishop Kouma Odette, fondatrice et leader des églises MIGD, le thème de l'année 2018 est inspiré par Dieu pour encourager son peuple. Le thème de l'année 2018, c'est l'année de joie et de réjouissance. Parce que nous avons constaté que les enfants de Dieu ont perdu la notion de joie. Au point que quand ils se retrouvent, ils ne font que demander. Ils ne savent même plus exprimer et être reconnaissants. Or, nous savons que le Seigneur a payé le prix. Pour qu'en retour, nous ne manquons de rien. Ce culte spécial de clôture de convention annuelle 2018 du MIGD a été marqué par un événement heureux, la célébration de l'anniversaire de Bishop Kouma Odette. L'entourant de marques d'affection, le peuple du MIGD a rendu grâce à Dieu pour la vie et le ministère de leur mère spirituelle. Des couples nouvellement mariés ont également été présentés au cours de ce culte de fin de convention 2017, chargé de forts moments d'émotion. La deuxième convention annuelle de la mission évangélique de la Nouvelle Alliance pour Christ, en abrégé MENAC de Ndoussi, s'est déroulée le samedi 11 novembre 2017. Une église sans tache et sans rides, tel a été le thème de cette belle cérémonie qui était la convention, qui a aussi donné lieu à une belle fête. Reportage. La célébration de la deuxième convention annuelle de la mission évangélique de la Nouvelle Alliance MENAC pour Christ de Ndoussi, qui a pour thème une église sans tache et sans rides, a démarré par une procession en fanfare à travers les artères principales de Ndoussi. Cantiques chantés à la gloire de Jésus-Christ ont meublé ce défilé des fidèles de l'église MENAC de Ndoussi, parrainé par le Saint-Esprit. Peu après, le peuple de Dieu a pris place dans le temple pour offrir un culte agréable à l'Éternel des armées. C'était le samedi 11 novembre 2017, en présence de nombreux membres de l'église MENAC et des églises sœurs invitées à l'occasion de l'heureuse circonstance, à savoir l'église évangélique presbytérienne de Ndoussi, la mission Carmel, Pentecôte Sainte-Feu, l'association des pasteurs des églises évangéliques de Ndoussi à peine. Prenons le premier la parole, le prophète Yobou Francis, le président fondateur de l'église MENAC de Ndoussi, a remercié les fidèles et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à l'organisation de la dite convention. Nous disons les signes à Elohim, n'est pas de la famille, afin que nous soyons là ce matin. On a demandé à Dieu de fermer le ciel depuis le vendredi et samedi et de faire tomber la pluie au milieu de la nuit. Et je crois bien que le Seigneur nous a exaucé. Alléluia. Pour sa part, l'homme de Dieu, l'apôtre Ofa Kwame Maxime, l'orateur principal, a exhorté le peuple de Dieu à rechercher toujours le premier zèle du chrétien. Les textes bibliques tirés du livre de l'Apocalypse 2, versets 5 à 10, ont édifié les peuples de l'église MENAC de Ndoussi. Quels sont les éléments caractéristiques de cette église glorieuse que le Seigneur vient chercher? Parce que la venue de l'église, c'est d'être auprès du Seigneur. Lorsque l'église n'est pas donc du goût du Seigneur, mais c'est une église qui est perdue. Et cet élément caractéristique, le premier, et qui est l'élément caractéristique de cette église glorieuse, c'est de conserver son premier amour. Adoration, louange, délivrance et bénédiction du couple pastoral ont constitué le point focal de cette deuxième convention annuelle de l'église MENAC de Ndoussi.
Parlons à présent de société dans cette édition d'information, précisément le développement. À Bédiala, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, les élèves bénéficieront désormais de nouvelles salles de classe dès la rentrée scolaire prochaine. Un nouveau bâtiment flambant neuf a été construit par le conseil général du groupe scolaire de Ourata. Reportage de notre envoyé spécial dans cette zone, Loi Pierre. Coupant le ruban symbolique, Djedje Madi a expliqué la volonté du conseil régional qui a pour objectif d'offrir à chaque enfant de la région du Haut-Sassandra une chance d'aller à l'école. Les salles de classe en matériaux précaires sont désormais des vieux souvenirs pour les élèves du groupe scolaire 1 de Ourata. Et nous souhaitons simplement que bon usage en soit fait et que les parents sachent que ce n'est pas un coup de hasard. Nous avons l'intention de penser avec tous les élus de la circonscription à réaliser davantage de choses quand Dieu nous en donnera les moyens. Le conseil régional vient de réhabiliter la première école de la sous-préfecture de Bédiala, ouverte en 1956. Depuis l'école a été construite en 1955 et ouverte en 1956, nos parents même qui ont construit le bâtiment-là. Le bâtiment a été construit à l'époque, mais ça a été, le vent a décoiffé. C'était en présence des autorités administratives, de la chefferie, ainsi que les responsables de l'éducation nationale, plusieurs intervenants, cadres et porte-parole des populations. Fouabi Guy René et son frère Tien Michel ont salué les actions de développement du conseil régional avant d'appeler les populations à une bonne utilisation. Nous nous retrouvons ce matin ici pour la remise officielle des 3 classes entièrement réhabilitées par le conseil régional du Haut-Sassandra. Soyez-en remerciés, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, nous réceptionnons ce jour 3 classes pour nos enfants afin qu'ils soient dans de meilleures conditions d'études. Prenons-en soin. C'est donc en connaissance de cause qu'il veut nous aider à avoir demain et après-demain des Alphonse Djedje Madi à Ourata. Bien avant cette remise, Djedje Madi et sa délégation ont visité un autre bâtiment de 3 classes en cours de réhabilitation au groupe scolaire 1 et 2 de Banoufla. Nous restons toujours dans le processus de développement. Parlons cette fois-ci de la réhabilitation de la route Daloa-Yamoussoukro. L'axe routier Daloa-Boisflé aussi Yamoussoukro, qui est long de 145 km dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, sera très bientôt réhabilité. Le premier coup de pioche de ces travaux de réhabilitation a été donné par le Premier ministre ivoirien Amadou Ogon Coulibaly. Nous restons toujours avec Loi Pierre, notre correspondant. Déjà plusieurs années, les usagers du tronçon Daloa, Boisflé et Yamoussoukro se plaignent du mauvais état de cette route qui leur cause d'énormes difficultés à cause de son état de dégradation. Le premier coup de pioche qui marque le démarrage des travaux de réhabilitation de la voirie Daloa-Yamoussoukro par le Premier ministre Coulibaly Gon est un soulagement pour les populations du Haut-Sassandra. Nous avons subi le calvaire de Daloa à Yamoussoukro. La dégradation très avancée de cette portion de route a causé des pannes à nos véhicules. Faciliter la tâche aux coupeurs de route. Distant de 145 km, cette route va permettre d'améliorer la fluidité du trafic entre Daloa, Boisflé et Yamoussoukro, d'améliorer aussi la circulation des personnes et des biens et favoriser le développement économique de la région. Les travaux à réaliser dans le cadre de la réhabilitation de cette route comprennent essentiellement le renforcement de la route Yamoussoukro-Boisflé-Daloa sur une longueur d'environ 145 km, la construction d'aires de stationnement pour permettre la commercialisation des produits agricoles le long de la voie dans de bonnes conditions, une couche de fondation de 25 cm de chaussée qu'on va recycler, une couche de base de 15 cm de graves non traités et un revêtement en béton bitumineux d'environ 6 cm. La chaussée de la traversée de la ville de Daloa, monsieur le maire, est formée quant à elle d'une autoroute à 2 fois 2 voies.
Le projet de réhabilitation de l'itinéraire Daloa-Boisflé et Yamoussoukro va coûter les 67 milliards de nos francs CFA et sera livré dans 24 mois. Les travaux dont le lancement nous réunit aujourd'hui s'inscrivent dans le vaste programme de modernisation et de densification du réseau routier de notre pays. En effet, la Côte d'Ivoire, qui s'est résolument engagée sur la voie de l'émergence sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de se doter d'infrastructures de qualité et en quantité en vue de renforcer la compétitivité de notre économie. La crise a fait que les routes se sont dégradées, surtout cette route internationale. Vraiment, l'avoir réhabilitée, ça ne peut être qu'une grande joie et nous ne pouvons que exprimer notre infinie gratitude. Ce projet est entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire à travers le Trésor public ivoirien. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité africaine dans ce journal direction le Zimbabwe. Après leur nomination, les nouveaux ministres ont prêté serment ce lundi. Au total, 22 personnes. Ces hommes sont la plupart des personnes emblématiques du régime Mugabe, un acte qui consacre leur entrée officielle en action dans ce gouvernement. Au Zimbabwe, les ministres nouvellement nommés du gouvernement ont prêté serment lundi malgré les critiques sur la nomination controversée de hauts responsables militaires à des postes stratégiques. Pour l'opinion publique, cela s'apparente à une récompense de l'armée pour son rôle dans l'éviction de Robert Mugabe. Ceci dit, le nouveau président Emmerson Mnangagwa a ramené Patrick Chinamassa comme ministre des Finances en dépit de son précédent bilan qualifié de chaotique. Moi, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe par la présente, vous invite tous à prêter serment conformément à la loi. La plupart des Zimbabwéens se souviennent de Moyo comme le général vêtu de kaki qui a annoncé à la télévision d'État à l'aube du 15 novembre la prise de contrôle militaire qui a mis un terme aux 37 ans de règne de Mugabe. Il y a de cela une semaine, Mnangagwa a été investi comme président. L'ancien chef de sécurité d'État surnommé le crocodile a éloigné les proches de la femme de Mugabe, Grace. Mais il a par contre ramené de nombreux loyalistes de Mugabe du parti ZANU-PF, décevant ceux qui s'attendaient à une rupture avec le passé. La créativité, un vivrier d'emploi, un potentiel qui met en exergue toute cette jeunesse pour éradiquer le chômage, un leitmotiv pour une jeunesse déployée et développée. Face au fort taux de chômage dans de nombreux pays africains, de nombreux jeunes se sont résolus à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parmi eux, certains ont choisi des projets dans le numérique et ont pu, à leur tour, créer des emplois. C'est un énorme vivier pour l'emploi. Moi, je dis toujours qu'il faut penser pour les 10, 20, 30 prochaines années à venir. Je ne suis pas une court-termiste, en fait. C'est vrai que peut-être pour l'instant, ce n'est pas la centaine de milliers d'emplois qui est créé, mais même 10 emplois qui sont créés, c'est 10 familles. Et 10 familles, connaissant l'Afrique, on est des grandes familles, ça a un impact. Donc moi, je vois énormément d'emplois se créer grâce à ces créateurs de contenu qui créent des smartphones, qui créent des applications mobiles, qui créent du contenu vidéo, qui créent des sites web ou bien qui créent par exemple des services comme des services de livraison. Pourtant, rien n'est facile. Les nouveaux venus dans l'économie numérique rencontrent de nombreux obstacles. Même si ce n'est pas un financement en argent, les entourer, les coacher, les aider à se structurer et avoir des partenaires et avoir des marchés. Je pense que c'est ça la plus grosse difficulté. Mais par contre, les gens l'ont compris maintenant et qu'ils essayent de mettre en place des process et des structures pour soutenir ces jeunes-là. Donc je pense que dans le futur, ça va être aussi beaucoup plus simple. Chaque année, des millions de jeunes Africains entrent dans le marché du travail. Cette main-d'œuvre est une opportunité pour le continent, mais aussi un défi en termes d'emploi. Le continent regorge d'initiatives créatives, mais à lui seul, l'entrepreneuriat ne suffit pas à régler le problème du chômage sur le continent.
Le Royaume-Uni est très confiant sur la possibilité de conclure un accord avec l'Union européenne concernant les principales modalités de divorce, malgré l'échec des discussions. Un accord est encore possible dans le courant de la semaine. Ce sont les mots de Jean-Claude Juncker. Le président de la Commission européenne espère parvenir à un accord sur le Brexit avec Theresa May. Hier, la première phase des négociations sur le divorce a échoué, butant sur le dossier irlandais. Dublin ne veut pas de frontière avec l'Irlande du Nord et d'autres à l'inverse ont peur que l'Irlande du Nord soit séparée économiquement ou politiquement du Royaume-Uni, comme Arlene Foster, la chef du DUP, le parti unioniste nord-irlandais, allié du gouvernement minoritaire britannique. Avec ce blocage, sur le dossier irlandais s'envole l'espoir de la signature d'un accord comme prévu lors du sommet européen du 15 décembre. Le sort de la frontière irlandaise est l'un des 3 dossiers qu'il faut résoudre pour pouvoir entamer la phase suivante des négociations. Les 2 autres dossiers sont le règlement financier et les droits des citoyens expatriés. Nous terminons ce journal en parlant de sport, un sport assez particulier. La Française Mancène Nathalie Mauclair, à 47 ans, a remporté la 32e édition du Marathon des Sables, la première disputée en Amérique du Sud, dans le désert entre Nazca et Paracas, au Pérou précisément, ont annoncé mardi dernier les organisateurs. Des paysages extraordinaires et des douleurs dans les mollets. Le Marathon des Sables se termine ce mercredi et déjà cette première édition péruvienne est un succès. Depuis le 26 novembre, plus de 300 coureurs de 32 nationalités se sont lancés dans la course. 250 km dans le désert d'Ica entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes. Sans assistance, excepté l'eau, il faut emporter 7 jours de réserve et de quoi dormir dans un sac qui pèse entre 7 et 12 kilos. Débordés par le succès du Marathon des Sables au Maroc, les organisateurs ont proposé cette version au Pérou. Côté sportif, le Marocain Rachid El Morabiti et la Française Nathalie Mauclair ont encore creusé l'écart lors de cette 5e et avant-dernière étape. Les paysages, c'était super, quoi. On est allongé la côte, on s'éloignait un peu, on revenait, on voyait les petites criques, on descendait sur la plage. C'était vraiment superbe, des belles lumières, c'était vraiment sympa. Un trail qui confirme l'engouement croissant pour cette discipline et qui s'inscrit parmi les plus réputés aux côtés de l'Ultra Trail du Mont Blanc et la Diagonale des Fous à La Réunion. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.